Merci beaucoup d'être là. Secrétaire général adjoint UFAP, UNSA, Justice. Vous étiez sur un piquet de grève ce matin devant la prison de la Santé. Qu'est-ce que vous dites entre collègues ce matin ? Au-delà du syndicalisme, qu'est-ce que vous dites entre hommes avec un grand H ? C'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'effroi. L'émotion laisse déjà place à beaucoup de colère. Parce que ce qui s'est passé là, l'administration en est informée depuis des années. On dénonce ces carences en effectifs, ces manques de moyens, ce manque de sécurité, ces personnels qui sont exposés quotidiennement. Aujourd'hui, les surveillants, ils ont peur d'aller sur la public, ils ont peur de rentrer dans un établissement parce qu'ils ne savent pas comment ils vont en ressortir. On n'est pas sûr de pouvoir retrouver les siens le soir. Donc aujourd'hui, les personnels, ils sont inquiets et en colère. Donc ils sont mobilisés fortement, on le voit à travers tout le pays. Des remontées que j'ai quasi instantanées, l'ensemble des établissements pénitentiaires ou presque sont bloqués sous tout le territoire hexagonal et ultramarin. Donc on voit que ça se mobilise fortement et on attend des réponses du ministre. Vous vous sentez abandonné ? Mais clairement. On est une institution qui est malade depuis Mais ce n'est pas une posture, c'est une réalité. C'est une réalité. On nous annonce des augmentations de budget depuis des années. Alors en effet, elles ont lieu, mais sur le terrain, nous, on ne voit rien parce qu'en fait, on augmente la capacité bâtimentaire et structurelle de l'administration pénitentiaire, mais plus on l'augmente, plus on a de détenus. En fait, on est une administration, on court après le vent et on n'arrive pas à traiter la charge qu'on nous demande de traiter. Un surveillant doit traiter 50 ou 60 détenus, il en traite 120 ou 150. On a des établissements, on a 200, 300%. Et cet impact, il est global pour tous les personnels d'administration, du personnel de surveillance, au personnel administratif, d'insertion de probation sur la public, partout. On surcharge toute la chaîne pénale. On n'a plus les moyens de fouiller les détenus correctement parce qu'on a un article qui nous interdit de faire des fouilles systématiques. Alors ça, on en a parlé juste avant l'antenne. Je voudrais qu'on s'arrête quelques instants sur ce point. Vous n'avez pas le droit de fouiller les détenus ? En fait, on fouille les détenus, mais plus de manière systématique. Avant la loi de 2009... C'est la loi qui vous l'interdit, c'est même pas une histoire de moyens. Aujourd'hui, c'est dans le code pénitentiaire, c'est l'article 225-1 du code pénitentiaire. Avant 2009, était autorisée la fouille systématique des détenus dès qu'ils avaient un contact avec un membre de l'extérieur, notamment au parloir. Depuis, ça nous est interdit. Et pourquoi ? Parce qu'on estime que c'est une atteinte aux droits de l'homme. Mais Donc on préfère, on privilégie les détenus donc qui sont condamnés. Oui, qui sont condamnés, qui doivent exécuter une peine. C'est à la sécurité des gardiens, de la sécurité des personnels. Exactement, c'est ça. Aujourd'hui, on ne fouille plus. C'est ça que ça veut dire. Donc, et depuis 15 ans que ça dure. En 2009. Oui, c'est la loi de novembre 2009. Et c'est catastrophique pour la sécurité des personnels. On se retrouve avec des armes qui rentrent en détention, notamment, ça peut être des armes blanches, ça peut être du stupéfiant. Donc on a une population pénale à gérer qui est à l'image de ce qui se passe à l'extérieur. On nous parle régulièrement d'ensauvagement de la société. Ce qu'on a à l'intérieur, on a un réel ensauvagement. Donc nous, si on ne réadapte pas aujourd'hui nos critères de sécurité, et notamment dans ce cas d'espèce, les niveaux d'escorte des détenus qu'on va sortir des établissements, nous on estime qu'ils doivent être réévalués en fonction de la sociologie des détenus. Et que cette décision qui est prise dans une commission ne doit pas être à l'appréciation du chef d'établissement. On va prendre le cas de M. Amra, il était escorte 3 initialement à Marseille. Bizarrement, il a été sorti entre deux escorte 2, puis il a été repassé escorte 3. Alors on ne nous dira jamais que c'est par manque de moyens et manque d'effectifs. Mais on le sait très bien. En attendant, il est quand même baissé le niveau d'escorte. Il aurait pu arriver à un drame à Marseille. Malheureusement, ça arrive avec des collègues de camp parce qu'on joue en permanence avec une question de moyens. Et des moyens, l'administration pénitentiaire, on n'en a pas, aussi bien matériels qu'humains. Ce que j'ai du mal à comprendre, et vous allez nous l'expliquer, pourquoi est-ce que c'est pas... là, il revenait du tribunal, donc il y a un magistrat qui voulait le voir. Donc 5 gardiens, 5 personnels pénitentiaires, rappelons-le, 2 morts, un blessé extrêmement grave qui est toujours entre la vie et la mort ce matin. Pourquoi est-ce que c'est pas le juge qui s'est déplacé en prison ? Je vous retournerai la question. Nous, c'est ce qu'on demande depuis des années. On a été capable, pendant le Covid, la justice a eu un temps d'adaptation, mais elle a su ensuite traiter tout ça par la visio. Nous, c'est ce qu'on revendique aujourd'hui. C'est une de nos revendications, mais c'est pas la seule. C'est-à-dire que les magistrats doivent utiliser la visio de manière plus importante parce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de sortir ces détenus. Et à partir du moment où on a un pied dehors, on est en insécurité totale. Et au-delà de ça, dans certaines affaires, le magistrat peut aussi éventuellement se déplacer à l'établissement pénitentiaire. On a des salles pour les recevoir, on a des salles où ils peuvent traiter avec la population pénale. Tout ça garantirait plus la sécurité des personnels, mais aussi la sécurité des juridictions. Ce qui s'est passé hier sur la République, on n'est pas à l'abri que ça se passe au sein d'une juridiction. Dans un établissement pénitentiaire, on a quand même des murs, on a des miradors, on a des hommes armés, on peut garantir la sécurité de tout le monde. Donc nous, l'intérêt, c'est ce qu'on exige, c'est que ça se passe maintenant à l'intérieur des établissements. Kaby ? Clairement, on y est. Et puis en plus, vous nous parlez de la maison d'arrêt d'Évreux, mais en termes de sécurité, elle n'est pas du tout adaptée à ce genre de profil, parce qu'il avait scié les barreaux quand même 48 heures avant. Il avait été déplacé dans le quartier d'isolement afin d'assurer. Mais
les personnels pénitentiaires d'Évreux sont très bons professionnels, sauf que structurellement, l'établissement n'est pas fait pour ce genre de Mais profil. d'ailleurs, il n'avait pas vocation à y rester. Non, C'était un temps donné exactement. parce qu'il était jugé. Mais à ce moment-là, on aurait peut-être dû. On a quand même des établissements en Normandie, on a Condé-sur-Sarthe, qui est quand même une centrale ultra sécuritaire. On a d'autres établissements qui sont plus adaptés, comme le Havre, qui est une structure un peu plus moderne, qui aurait peut-être été plus adaptée à ce profil de détenus. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Il faut des établissements qui soient spécialisés, adaptés, parce que les détenus doivent être profilés et on ne peut pas les traiter de la même manière dans tous les établissements pénitentiaires. Mais la difficulté, c'est que ce détenu-là n'avait pas été forcément identifié. Il n'avait pas le statut de DPS. Il n'avait pas été identifié comme particulièrement à risque d'évasion, notamment. Ah ben, non, il n'a pas été identifié clairement par l'administration pénitentiaire, mais c'est là qu'il faut s'interroger. Peut-être que c'est ce que je vous disais, les niveaux d'escorte et les niveaux d'appréciation de ces détenus doivent être adaptés, réinterrogés sur la société d'aujourd'hui par rapport à son niveau de délinquance et la sociologie de chaque détenu. Parce que la société a évolué, nos méthodes pénitentiaires doivent aussi évoluer et on doit réinterroger toute l'analyse de ce genre de détenus. Parce qu'on voit bien qu'avec un tel profil, enfin vous le disiez, tentative de meurtre, homicide, extorsion, il a été cité tueur à gages et compagnie. Un mec comme ça, il doit être DPS, détenu particulièrement signalé en permanence et encadré dès qu'il sort. Une escorte 3, pour nous, c'est ce qu'on revendique aussi, ERIS, FSI. Aujourd'hui, on ne les a pas. C'est potentiellement possible de les avoir. Eris, c'est une C'est-à-dire la escorte présence plus importante que le Ce gardien. sont les équipes régionales d'intervention et de sécurité. C'est l'unité d'élite de l'administration pénitentiaire. Ceux qui interviennent quand on a des prises d'otages, par exemple, en prison. En termes de techniques d'intervention et tout, c'est l'élite de nos personnels. Et le problème, c'est qu'ils sont aussi en sous-nombre, ils sont très peu reconnus par l'administration pénitentiaire, et au vu toujours de cette surpopulation pénale, ils ne peuvent être engagés sur tous les dispositifs où il serait nécessaire d'être engagés. Depuis le début de la matinale, je ne sais pas si vous regardez la matinale de CNews, mais tous les matins, je pose une question. Ce matin, je n'avais pas envie de poser une question. En revanche, avec le QR code, les téléspectateurs ont pu rendre hommage à vos collègues et enregistrer des messages. Voilà. Je leur ai demandé ce qu'ils avaient envie de dire ce matin. Voici les vidéos. C'était catastrophique. Je me demande comment on arrive à gérer aussi mal un pays à tous les niveaux, les forces de l'ordre, les agents pénitentiaires. Pourquoi ces gens étaient dans des camions qui ne sont même pas banalisés, qui ne sont pas blindés, pas armés finalement jusqu'aux dents. On sait que maintenant, la moindre petite crapule peut devenir dangereuse et tuer n'importe qui pour n'importe quoi. Donc réveillez-vous, s'il vous plaît, le gouvernement. Sincères condoléances à toute la famille, à toutes les familles de ces agents que j'ai côtoyés pendant longtemps. Et voilà, c'est tout. Je tiens à rendre hommage aux forces pénitentiaires ainsi qu'aux forces de police parce qu'il ne faut pas les oublier non plus. Je crois qu'ils trinquaient comme ça, morts, blessés, enfin, etc. Il faut savoir que si on continue comme ça, plus personne ne voudra faire ces métiers. Et à ce moment-là, on fera quoi? Qu'est-ce qui se passera? Donc le drame, il est un petit peu là et il va peut-être falloir qu'on change un peu les idées et donner plus de latitude à ces personnels. Un commentaire sur ce que vous venez d'entendre? Déjà, avoir plus de latitude, oui. Ça nous touche déjà d'avoir autant de témoignages de nos concitoyens. L'administration pénitentiaire est malheureusement peut-être un peu mise en lumière de par ses faits. Mais après, oui, un peu plus de latitude aux moyens. Je pense qu'il faut une réflexion globale sur le schéma carcéral français aujourd'hui. Si le gouvernement fait le choix du tout carcéral, il doit donner les moyens qui l'accompagnent, que ce soit des moyens humains, des moyens matériels, des moyens financiers, structurels. Aujourd'hui, on doit repenser l'administration pénitentiaire. On vous a cité les niveaux d'escorte, les mois d'extraction judiciaire pour un traitement à l'intérieur des murs. Mais on pourrait aussi demander, on demande d'ailleurs le comblement de la vacance de poste, le recalibrage des effectifs. On a moult revendications qu'on exprimera d'ailleurs au garde des Sceaux et que j'exprimerai personnellement à 14h auprès du garde des Sceaux.